si vous étiez pris au piège dans une installation minière détruite au fin fond de l'océan, avec une armée de créatures des profondeurs géantes essayant de vous dévorer, vous et vos amis, que diable feriez-vous? Ces scientifiques sont sur le point de réaliser qu'ils ont accidentellement dérangé quelque chose qui aurait vraiment dû rester enfoui. Et maintenant, ils vont devoir se battre pour leur survie s'ils veulent un jour revoir le soleil se lever. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les créatures des abysses dans Underwater. Si vous pensiez que votre travail était pourri, attendez de voir ça. À des kilomètres sous la surface de l'océan, au fin fond de la fosse des Mariannes, se trouve la station Kepler. Une installation minière ultramoderne dont l'équipage a récemment été victime d'observations inexplicables. Un soir, Nora, ingénieure en mécanique, se brosse les dents quand l'alimentation électrique de la station se met mystérieusement en mode marché-arrêt. Inquiète, elle sort dans le couloir pour vérifier, et c'est alors qu'elle remarque que de l'eau coule du plafond au-dessus d'elle. Avant même qu'elle ne puisse réagir, les murs autour d'elle commencent à s'effondrer alors que le hall de la station est tout à coup éventré, inondant les tunnels d'un mur d'eau mortel qui se déplace à toute vitesse. Elle court pour sauver sa vie et finit par atteindre le panneau de contrôle avec seulement ce type, Rodrigo. Mais le lecteur de clés est endommagé, ce qui l'oblige à ouvrir la console et à activer manuellement les portes de la section. C'est à ce moment-là qu'elle remarque que plusieurs autres membres de l'équipage font une course désespérée vers eux, mais ils n'arriveront pas à temps, ce qui ne laisse pas d'autre choix à Nora que de sceller les portes à la dernière seconde possible. Pendant un moment, il semble qu'elle et Rodrigo soient en sécurité, jusqu'à ce que tout à coup, une explosion massive secoue la station entière, les projetant tous les deux au sol. Quand Nora reprend connaissance, elle s'aperçoit qu'ils sont tous les deux sains et saufs, bien que franchement secoués. Elle reprend ses esprits et essaie de contacter leur équipe de soutien à la surface, mais la radio est trop endommagée pour pouvoir les joindre. C'est alors qu'ils commencent à entendre des bruits étranges qui résonnent dans toute la structure, comme si une sorte de créature gigantesque se trouvait dans l'eau à l'extérieur et ne savait plus où aller. Nora et Rodrigo prennent quelques équipements médicaux de base et retournent alors dans les tunnels pour voir s'ils peuvent trouver des survivants. Ok, tu parles d'une nuit éprouvante au boulot. Nora a été obligée de laisser ses collègues pour morts juste pour pouvoir sauver le reste de la station. Et vu l'étendue des dégâts que l'installation entière semble avoir subis, il ne semble pas qu'il soit à l'abri de sitôt. La raison pour laquelle une petite fuite est rapidement devenue si dangereuse, c'est parce que, comme dans la chanson de Queen et David Bowie, les chercheurs de la station Kepler sont constamment under pressure, en l'occurrence sous pression hydrostatique. Quand on parle des niveaux de pression au fond de l'océan, on utilise le mot hydrostatique. Hydro voulant dire eau et statique voulant dire stable. Même ici sur la terre ferme, nous sommes constamment soumis à la pression du poids de l'air qui nous entoure et qui est attiré vers la Terre par la gravité. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Oui. Comme nous vivons à la surface, notre corps est naturellement conçu pour y résister, sans même que nous nous en rendions compte. Mais l'eau est 800 fois plus dense que l'air, et c'est pourquoi vous ne tiendriez pas une seule seconde si vous étiez exposé au niveau de pression qu'on trouve si profondément. Nous mesurons généralement l'intensité de la pression en unités telles que les bars ou les livres par pouce carré. La pression ressentie ici à la surface est d'environ 1 bar, ou 14,7 psi. Au fond de la fosse des Mariannes, avec plus de 11 km d'eau au-dessus de la tête, nous sommes confrontés à des pressions d'environ 1086 bars, ou 16 000 psi. C'est environ 1000 fois plus que la pression à la surface. Les effets d'une exposition soudaine à ce type de pression sur le corps humain sont incroyablement horribles. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ne vous en rendriez pas compte, parce que votre mort serait plus ou moins instantanée. Boum! Juste comme ça. Dans une installation sous-marine de ce type, l'intérieur de la structure doit être maintenu à des pressions similaires à celles qui règnent à la surface, afin que l'équipage puisse y vivre. Le problème, c'est que même un minuscule trou dans la structure pourrait avoir des conséquences catastrophiques, comme nous venons de le voir ici. Si l'ensemble était fissuré, l'eau de l'extérieur se précipiterait immédiatement à l'intérieur, provoquant une inondation rapide impossible à contenir. Mais ce n'est pas le pire. À ces profondeurs, la dépressurisation soudaine de l'installation entraînerait une pression extérieure de tous les côtés, comme si on écrasait une canette de soda vide. C'est ce qu'on appelle une implosion, et il serait impossible à qui que ce soit d'en réchapper. Nora et Rodrigo ont sans doute eu beaucoup de chance, mais il ferait mieux d'espérer que la chance ne les quitte pas, parce qu'ils ont encore un long chemin à parcourir. Maintenant que nous savons ce qui s'est passé, la question suivante est de savoir pourquoi ça s'est produit.
Après tout, un accident aussi grave soit-il ne devrait pas surgir de nulle part sans que l'équipage n'en soit averti. Vous voyez, dans une installation comme celle-ci, avec beaucoup de vie et une technologie aussi coûteuse en jeu, on s'attendrait à ce qu'il y ait des systèmes en place pour empêcher ce genre d'accident de se produire. Ce qui impliquerait des inspections de routine de tous les composants structurels pour vérifier tout signe d'usure, de corrosion ou de dommage, ainsi qu'une surveillance active des conditions environnementales telles que la pression et la température de l'eau, et un programme d'entretien régulier pour empêcher tout signe d'alerte précoce de passer inaperçu. Cela dit, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle ou d'un incident sur le lieu de travail, il aurait dû y avoir de nombreux signaux d'alarme bien avant que quelque chose d'aussi catastrophique ne se produise. Ce qui signifie que soit l'agent d'entretien doit être renvoyé pour faute avec des conséquences telles que ses arrière-petits-enfants ne pourront jamais trouver de boulot, soit l'entreprise qui a construit cet endroit fait peut-être quelque chose de louche. Après l'accident, Nora et Rodrigo supposent qu'il pourrait s'agir d'un tremblement de terre. Mais il y a un problème. Il s'avère que les séismes sont relativement peu fréquents aussi profondément dans la fosse des Mariannes par rapport à la zone environnante, parce que l'extrême pression de l'eau et les conditions géologiques contribuent en fait à stabiliser les formations rocheuses ici, réduisant ici la probabilité d'événements sismiques. Maintenant, bien qu'il soit possible que le forage ait provoqué un tremblement de terre ou une éruption volcanique en perturbant une faille géologique ou en traversant la chambre magmatique, avant que la station ne soit autorisée à entreprendre de telles activités, des évaluations approfondies des risques et des études d'impact sur l'environnement devraient d'abord avoir été réalisées. Il est possible qu'ils aient fait de grands efforts pour éviter de causer de tels dommages à l'environnement, mais la réponse pourrait être qu'ils ont perturbé quelque chose de tout à fait différent. Peut-être que c'est lié au bruit qu'ils entendent à l'extérieur ? Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai suffisamment joué à Subnautica pour savoir que toute chose qui fait ce genre de bruit ne peut pas être de bon augure. Il est toujours possible que cet accident flippant soit le fruit d'un sabotage interne, et que la compagnie ait décidé de détruire la station, ainsi que tous les témoins, afin que le public ne sache jamais ce qui s'est réellement passé ici. Si c'est le cas, leur faire savoir que vous êtes encore en vie pourrait aggraver la situation. Je serai donc prudente en essayant de communiquer avec la surface. Mais comme c'est aussi leur meilleure option pour être secourus, ça vaut sans doute la peine de prendre le risque. En attendant, il leur faudra probablement un certain temps avant de pouvoir s'échapper ou d'obtenir de l'aide. C'est pourquoi je commencerai par prendre des équipements médicaux moi aussi. J'essaierai également de trouver une sorte de réserve d'air transportable, juste au cas où les systèmes de survie commenceraient à tomber en panne. Peut-être même une lampe de poche pour nous aider à trouver notre chemin en cas de coupure de courant. Oh, et une réserve d'eau potable pour nous hydrater, puisqu'on ne sait pas combien de temps il faudra attendre avant d'être secourus. Maintenant, pendant qu'ils explorent la station, ils doivent faire attention aux dangers tels que les couloirs inondés, et tout particulièrement aux fils électriques exposés. Sortir de la station va demander beaucoup de travail. C'est pourquoi j'essaierai de trouver et de faire équipe avec d'autres survivants qui peuvent nous aider dans nos tâches. Cependant, ils pourraient devenir des concurrents pour les ressources vitales ou une place dans la capsule de sauvetage. En parlant de sortir, il doit y avoir une voie principale ou un moyen de transport essentiel qu'ils devraient pouvoir utiliser pour remonter à la surface depuis la station. Et je commencerai par essayer de m'y rendre. Sinon, il y a probablement des submersibles plus petits utilisés pour explorer les environs qu'elle pourrait prendre pour faire un tour si elle sait les piloter. Ou des canaux de sauvetage ou des nacelles d'évacuation quelque part dans la station aussi. Bref, ils ont encore un long chemin à parcourir, mais s'ils restent calmes et se concentrent sur leur survie, ils pourront peut-être s'en sortir en un seul morceau. L'endroit est en mauvais état et le reste des murs semble pouvoir s'effondrer à tout moment. Se frayant un chemin à travers les décombres, ils finissent par arriver à un poste informatique en état de marche, où Nora découvre que l'ascenseur principal qui devait les ramener à la surface a été complètement détruit. Ce qui veut dire que leur seule issue sera sans doute en utilisant les nacelles d'évacuation, qui se trouvent évidemment dans une autre partie de l'installation. Ils commencent à avancer dans un des tunnels effondrés vers l'autre côté de la station, quand tout à coup, Nora jurerait avoir entendu quelqu'un appeler faiblement à l'aide. Ils retirent des débris et parviennent à localiser ce gars, Paul, enseveli sous les décombres et à l'extraire, ajoutant un troisième membre à leur petite équipe de survivants. Juste au moment où ils commencent à s'habituer à pouvoir bouger à nouveau, ils réalisent que le seul moyen d'atteindre les capsules de sauvetage est de passer par une section de tunnel si étroite qu'ils devront ramper sur le ventre. Ils continuent et arrivent à un endroit où ils doivent passer devant les corps de certains membres d'équipage qui n'ont pas eu leur chance. Nora a le cœur brisé par le spectacle, mais la vérité, c'est qu'il valait peut-être mieux qu'ils meurent rapidement comparé à ce que les survivants sont sur le point de vivre. Ok, ça a l'air risqué. Espérons qu'aucun d'entre eux ne souffre de claustrophobie. Mais bon, si c'est le cas, c'est qu'ils n'avaient probablement rien à faire dans une station de recherche sous-marine, pas vrai? Blague à part, Nora ici et ses amis doivent être plus prudents dans leur approche, parce qu'ils ont déjà surmonté trop d'épreuves pour tout gâcher maintenant. Ils n'ont aucun moyen de savoir à quel point ces tunnels sont proches de l'effondrement, et en s'y entassant tous les trois en même temps, ils risquent de se retrouver tous les trois coincés au lieu d'avancer. Un seul d'entre eux aurait dû partir en premier à la place, de préférence avec une corde attachée s'ils avaient pu en trouver une, afin que les autres puissent le ramener en cas de problème.
Ensuite, une fois qu'il aurait réussi à passer, il aurait pu crier pour faire savoir aux autres qu'ils peuvent le suivre à leur tour, en toute sécurité. Personnellement, j'aurais envoyé Paul en premier. Ça peut sembler injuste, mais les vrais spéléologues recommandent d'envoyer la personne la plus corpulente du groupe devant les autres, parce que si elle arrive à passer à travers un passage étroit, alors vous savez que les autres le pourront aussi. En procédant ainsi, si quelque chose devait arriver, une personne plus mince pourrait passer à son tour et l'aider. De plus, Paul nous doit une fière chandelle pour l'avoir sauvé d'une mort atroce. Alors il n'aimera peut-être pas ça, mais il semblerait que ce soit son heure de gloire. Ils doivent être extrêmement prudents et faire en sorte que rien ne s'écroule, faire de leur mieux pour éviter de toucher le plafond, et faire attention aux zones qui semblent particulièrement dangereuses. J'envisagerais aussi de les débarrasser de tout vêtement ample, comme ces vestes qui pourraient facilement s'accrocher aux décombres quand le passage deviendra plus étroit. Ils devront inspirer seulement quand ils sont à l'arrêt et expirer quand ils poussent en avant pour se faire aussi petits que possible. Pour l'instant, ils peuvent utiliser leurs bras et leurs jambes pour se hisser et se pousser. Et s'ils se sentent trop à l'étroit, ils peuvent utiliser une technique de spéléologie qui consiste à se tortiller. On pousse alors un bras vers l'avant, tout en repliant l'autre le long du corps pour se faufiler dans les espaces les plus étroits. L'essentiel étant de rester aussi détendu que possible pour rendre son corps plus souple et réduire les risques de se retrouver coincé. Plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais c'est pas comme s'ils avaient de meilleures options. En passant, je voudrais aussi vérifier ces cadavres pour tout objet de valeur, parce qu'ils pourraient avoir une carte clé ou quelque chose sur eux qui pourrait être utile plus tard. Avec autant de choses qui jouent déjà contre eux, il est important de ne pas rater d'opportunités et d'éviter de prendre des risques inutiles s'ils veulent survivre. Ils parviennent enfin à atteindre le compartiment des capsules, mais ce qu'ils y trouvent n'est pas exactement ce qu'ils espéraient. Toutes les nacelles de sauvetage ont déjà disparu, et leur seul commandant, le capitaine Lucien, est toujours là. Il essaie désespérément de communiquer avec la surface. Après l'avoir soignée, le capitaine envoie Nora dans la salle de contrôle de la station où elle retrouve 2 autres survivants, ses compagnons d'équipage Emily et Liam. Comme si le fait d'être tous piégés dans une boîte de conserve en train d'imploser ne suffisait pas, les colonnes de refroidissement de la station ont toutes été détruites. Et le cœur nucléaire qui l'alimente devient de plus en plus instable. Il leur reste moins de 30 minutes avant que la station ne vole en éclats. Le capitaine décide donc que leur seul choix est d'utiliser leur combinaison de plongée pressurisée pour marcher sur le fond de l'océan, jusqu'à ce qu'ils atteignent le Roebuck, une plateforme de forage qui devrait avoir ses propres nacelles d'évacuation. L'itinéraire est incroyablement risqué, mais c'est leur seule chance de revoir la surface un jour. Ils suivent donc les instructions du capitaine et commencent à s'équiper. Une fois prêts, ils se dirigent vers la zone de transit, et Liam et Paul s'arrêtent pour prendre 2 pistolets à clous très puissants comme unique arme, juste au cas où ils rencontreraient des problèmes à l'extérieur. Alors qu'il ne reste que quelques minutes avant que toute la station ne soit complètement détruite, le groupe se rassemble et prend l'ascenseur jusqu'à la sortie. Mais il ne faudra pas longtemps avant que tout ce plan ne parte en vrille. Ils réalisent rapidement que l'écoutille extérieur est sévèrement endommagé, ce qui veut dire que quand ils ouvriront les portes, la pression va les frapper comme un mur de pierre. Tout le monde devrait pouvoir s'en sortir, à condition que leur combinaison tienne le coup. Mais c'est alors que le masque de Rodrigo commence à se fissurer à cause de la pression croissante. Réalisant ce qui est sur le point d'arriver, Nora leur crie de garder la porte fermée. Mais il est déjà trop tard. Quand le mur de pression entre dans le sas, la combinaison de Rodrigo implose tout à coup, le tuant sur le coup, et provoquant une onde de choc qui projette les autres plusieurs mètres en arrière. Ça en fait 1 de moins, et il en reste 5. Nora et les autres sont en état de choc, mais ils ne peuvent rien faire d'autre que de continuer à avancer pour leur propre survie. Quand ils atteignent enfin l'ascenseur de chargement, ils sont obligés de faire une chute libre assez impressionnante de plusieurs étages pour atterrir sur le toit de la cabine. Mais heureusement, ils ont tous réussi leur saut et à entrer à l'intérieur. La descente est longue jusqu'au fond, mais avant même qu'ils aient fini de parler de ce qui est arrivé à Rodrigo, une alarme se met soudain à retentir. Il capte quelque chose sur un des ponts, à peu près à mi-chemin de la tour. Le capitaine pense qu'il pourrait s'agir d'un signal de détresse provenant d'une nacelle de sauvetage qui n'aurait pas réussi à atteindre la surface. Il faut que quelqu'un aille vérifier, alors il envoie Paul et Liam à la recherche de la nacelle et de tout signe de survivants. Mais ce sera leur plus grosse erreur. Pendant que Nora et les autres surveillent les caméras, les 2 hommes s'enfoncent dans l'eau noire. Ils finissent par trouver la nacelle, mais elle est complètement détruite, comme si elle avait été mise en pièces par quelque chose. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'elle est recouverte d'une sorte d'algue bizarre. Et bien sûr, ils trouvent le corps de l'homme qui était aux commandes enveloppé dans la même chose juste un peu plus loin. Les filles commencent à avoir un mauvais pressentiment à propos de tout ça, alors elles supplient Paul et Liam de revenir dans l'ascenseur. Mais il y a quelque chose à propos du corps qui attire l'attention de Paul. Le dos de l'homme est complètement lacéré, et quand Paul se penche pour regarder de plus près, une petite créature ressemblant à un alien jaillit droit vers lui. Heureusement, Liam a apporté son pistolet à clous, et il est capable d'abattre la créature avec un tir bien placé. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que ce n'est que le début de leur pire cauchemar.
Les garçons retournent vers le reste de l'équipage, emportant le corps de la créature avec eux. Et il ressemble à une version des profondeurs du chestbuster d'Alien. Après l'avoir examiné, ils pensent qu'il s'agit d'une espèce inconnue qui vivait dans une poche thermique jusqu'à ce que le forage la libère accidentellement. Au moins, elle ne bouge pas. Mais tout à coup, le courant est coupé, les laissant bloqués dans l'obscurité totale. C'est alors que les bruits recommencent. Tout le monde se fige en écoutant ce qui ressemble à quelque chose qui grimpe à l'extérieur de l'ascenseur. Au début, il ne se passe rien. Mais quand la chose commence à tirer sur la porte extérieure, ils décident qu'il ferait mieux de sceller leur côté de la pièce, juste au cas où. Nora parvient à desserrer les freins. Mais pour une raison inconnue, l'ascenseur ne descend toujours pas. Et ils découvrent alors exactement pourquoi. Quand ils dirigent leur lampe de poche vers la vitre, une créature adulte surgit tout à coup de l'obscurité et tente de se frayer un chemin à travers la paroi vitrée à coups de dents. La vitre ne cède pas. Mais quand ils pensent que la créature a disparu, la station au-dessus d'eux devient critique et éclate en une énorme explosion d'énergie qui arrache les câbles de l'ascenseur et les précipite dans les profondeurs des abysses. Ok, on dirait qu'ils ont officiellement de la compagnie. Je sais pas ce qui m'inquiéterait le plus maintenant. Le fait que ces créatures existent ou que ces deux idiots absolus aient pensé que ce serait une bonne idée d'en ramener une dans l'ascenseur. Mais une chose est sûre, Paul, Liam et même le capitaine Lucien, vous avez tous sérieusement merdé. L'exemple suivant est assez explicite, parce qu'un seul regard sur cette créature devrait déjà vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir. N'oublions pas que ces personnes sont censées faire partie des esprits les plus brillants de la communauté scientifique. Je me demande donc à quoi ils pensaient quand ils ont décidé d'introduire cette abomination parasitaire dans le seul endroit sûr qu'il leur restait. Bon, je sais que je ne suis pas ingénieur en mécanique, mais je sais ce qu'il faudrait faire si vous trouvez un truc comme ça. Vous le piétinez encore et encore jusqu'à ce qu'il ressemble à l'intérieur d'un beignet à la gelée. Enfin, réfléchissez au contexte. Quand ils l'ont trouvé, il était déjà en train de bouffer un mort. Puis, il a essayé de bouffer Paul. Il est clair qu'il ne faut pas approcher cette chose du reste de l'équipage. Il vaudrait mieux prendre quelques selfies rapides avec son corps et le remettre à sa place dans l'océan où il devrait être d'ailleurs. Que se passerait-il s'il revenait à la vie, s'échappait pour se cacher quelque part là-dedans et devenait ensuite une version adulte d'une de ces choses? Ou pire encore, si c'était le bébé de quelque chose, comme l'a dit Paul, et qu'un jour, maman décidait de venir le chercher. C'est toute une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir, surtout quand on est déjà en train de lutter pour sa survie. La seule raison pour laquelle quelqu'un voudrait en savoir plus sur un truc pareil, c'est pour trouver de meilleurs moyens de le tuer. Et le feu fait généralement l'affaire. Mais en l'amenant dans l'ascenseur, on a déjà l'impression qu'ils ont fini par attirer l'attention de quelque chose d'encore pire. Personnellement, j'aurais fortement déconseillé d'envoyer qui que ce soit là-bas après tout ce qu'il nous a fallu pour arriver jusqu'ici. Maintenant, ils risquent tous de mourir parce qu'ils ont essayé de sauver un homme dont les chances de survie étaient déjà très faibles. Je comprends que nous essayions de sauver tous ceux que nous pouvons ici. Mais quand vous devez mettre la vie de 5 autres personnes en danger pour y parvenir, ça va un peu à l'encontre du but recherché. Vous ne pensez pas qu'ils auraient dû continuer sans hésiter? Mais à présent, ils sont parvenus à intégrer un bébé démon des mers dans l'histoire. Et il semblerait qu'il soit sur le point de rencontrer sa famille. Désolé tout le monde, mais vous avez merdé. Ils enfilent leur combinaison et entrent dans le caisson de décompression juste à temps, alors que l'ascenseur s'immobilise au fin fond de l'océan. Il leur reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à bon port. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est courir pour sauver leur vie tout en essayant d'esquiver les énormes morceaux de la station qui commencent à tomber tout autour d'eux. Ils se regroupent et font un dernier effort pour atteindre le tunnel d'accès voisin, où ils remarquent une silhouette terrifiante qui les observe au moment même où ils arrivent à l'intérieur du tunnel. Tout le monde est encore en vie, mais Liam ici présent a été frappé de plein fouet, et la réserve d'oxygène de sa combinaison a été endommagée. Il est en mauvais état, et il est clair qu'ils ne peuvent plus faire demi-tour maintenant. Ils montent donc tous dans un petit chariot qui les emmène encore plus loin vers la plateforme de forage. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à une zone du tunnel qui est inondée, ce qui les oblige à faire le reste du chemin à pied. Finalement, le seul moyen d'avancer est de passer par une section où ils devront aller complètement sous l'eau. Nora, la plus petite, se porte volontaire pour vérifier la situation en premier, et le capitaine attache un câble entre leurs combinaisons afin qu'ils puissent la sortir de là en cas de problème. C'est vraiment un endroit claustrophobique, mais elle réussit à le traverser sans souci. L'un après l'autre, les autres commencent à suivre son parcours. Au final, tout le monde réussit à traverser. Paul est le dernier à y aller, mais ils se rendent vite compte que quelque chose a dû mal tourner quand ils l'entendent se débattre à la radio. Inquiets, ils commencent à travailler ensemble pour le remonter, mais ils semblent être accrochés à quelque chose à l'autre bout du tunnel. Tout à coup, sa corde se tend et une des créatures commence à l'entraîner sous l'eau. Ils réfléchissent rapidement et parviennent à lui remettre son casque à la dernière seconde pour qu'il ne se noie pas. Mais au lieu de les combattre, la créature extrait tout son corps par la jambe de sa combinaison, le tuant dans une explosion sanglante, tandis que les autres ne peuvent rien faire d'autre que de regarder.
Ça fait 2 morts, et il en reste 4. Tout ce que les survivants peuvent faire, c'est courir pour sauver leur vie en s'enfonçant dans le bâtiment. Ils sont maintenant parvenus à la station Midway, à plus de 10 km sous la mer. Le capitaine n'arrive toujours pas à joindre qui que ce soit à la surface par radio, et les autres continuent d'essayer de comprendre ce qui est après eux. Ils peuvent voir que la foreuse de 6000 tonnes de l'installation a été complètement détruite, et ils n'arrivent pas à imaginer quel genre de créature pourrait être assez forte pour causer ce genre de dégâts. Ils n'ont d'autre choix que de continuer à avancer s'ils ne veulent pas mourir ici. Mais il y a un problème. À ce stade, le purificateur d'oxygène de Liam est à peine fonctionnel, et il est fort probable qu'il ne survivra pas à une autre promenade prolongée à l'extérieur. Les autres ne sont pas disposés à l'abandonner. Ils vont donc devoir l'aider à traverser le fond de l'océan une fois de plus pour atteindre la station Roebuck, où ils espèrent trouver des nacelles de sauvetage. Ok, s'ils veulent arriver jusqu'à la station Roebuck, alors ils devraient prendre une minute pour mieux se préparer à ce voyage. Tout d'abord, commençons par nous occuper de l'épurateur d'air endommagé de Liam. Pour cela, nous allons avoir besoin de pièces de rechange. Les créatures ont peut-être pris Paul, mais elles ne devraient pas avoir besoin de sa combinaison. Et il y a de fortes chances qu'elles soient encore quelque part dans le tunnel. Alors j'essaierai de récupérer l'épurateur d'air de la combinaison de Paul pour remplacer celui de Liam. Il peut être dangereux de retourner sur les lieux du crime, mais c'est aussi le cas de sortir dans l'eau. Ce qui m'amène à mon prochain point. Pourquoi ne pas se procurer d'autres armes ? Le pistolet à clous semblait très efficace, mais de bonnes armes de mêlée devraient aussi faire l'affaire. Cet endroit est probablement rempli d'outils et de matériaux de construction qu'ils pourraient utiliser pour constituer un arsenal assez redoutable. Sans parler de tout un tas de trucs scientifiques s'ils veulent être encore plus créatifs. Je voudrais aussi équiper les combinaisons de quelques mesures défensives, en commençant par renforcer les zones vulnérables comme le casque, avec des matériaux plus résistants qui pourraient tenir au combat. Bien sûr, ces combinaisons n'ont pas été conçues à l'origine pour la bataille, mais il n'y a aucune raison de ne pas y apporter quelques modifications maintenant. Comme nous savons que ces créatures vivent dans les profondeurs de la mer, nous devrions réfléchir aux adaptations particulières qu'elles pourraient avoir afin de les aider à survivre dans cet environnement, et à la manière dont nous pourrions utiliser ces adaptations contre elles. Le plus simple serait de commencer par souder des pointes aiguisées aux combinaisons pour que nous soyons plus difficiles à attraper. Certaines espèces des grands fonds ont développé des épines injectant du venin pour se protéger des prédateurs. J'envisagerais donc également de munir les pointes de nos combinaisons de produits chimiques toxiques pour donner à ces monstres une dose supplémentaire de bobo. De même, de nombreuses espèces peuvent libérer divers types de produits chimiques irritants dans l'eau si elles sont attaquées. Vous pouvez également utiliser ces matériaux de la même manière que les calmars utilisent leur poche d'encre, en créant un nuage désorientant autour de vous pour vous donner une chance de vous échapper. Suite à leur rencontre dans l'ascenseur, nous pouvons déduire que les créatures semblent être attirées par la lumière. C'est logique en fait, car de nombreux prédateurs des grands fonds chassent des proies bioluminescentes et s'intéressent souvent aux lumières artificielles produites par les submersibles et les drones sous-marins. Donc sachant cela, ils pourraient peut-être fabriquer des dispositifs lumineux portables qui serviraient de diversion, comme les avions de chasse qui utilisent des fusées éclairantes pour contrer les missiles à tête chercheuse. J'essaierai également de trouver une peinture plus foncée pour les combinaisons afin qu'elles reflètent moins de lumière et de minimiser autant que possible la lumière que nous utilisons pour nous orienter. Malheureusement, les technologies comme l'infrarouge ne fonctionnent pas très bien sous l'eau, si bien qu'il faudra toujours utiliser de la lumière artificielle pour voir où on va. La bonne nouvelle, c'est que vu la faible exposition de ces créatures à la lumière, il est fort possible qu'elles s'appuient sur d'autres sens plus puissants que leur vision. Par exemple, de nombreux prédateurs des grands fonds utilisent l'électroréception quand ils chassent, une adaptation qui leur permet de percevoir les champs électriques naturels émis par d'autres êtres vivants. Les ingénieurs pourraient concevoir un générateur de champs électriques pour notre combinaison afin de neutraliser ce sens et de repousser les créatures si elles s'approchent trop près. Il en va de même pour le sonar. Il y a de fortes chances que ces créatures soient sensibles aux signatures acoustiques, ce qui constitue une autre stratégie de chasse. Pour contrer ça, nous pourrions essayer de créer un système de sonar qui fonctionnerait comme une diversion ou un émetteur de son à haute fréquence pour les combinaisons afin de désorienter les créatures et de les faire fuir. Les membres de l'équipage doivent envisager toutes les options possibles pour se donner les meilleures chances de gagner le combat. Alors que l'équipage s'enfonce à nouveau dans les abysses en suivant une piste de marqueur vers la station voisine, Nora est rapidement envahie par le sentiment inébranlable que quelque chose est en train de les observer. En effet, ils aperçoivent une des créatures humanoïdes qui les surveille depuis une position éloignée. Elle s'élance vers Nora avant de changer de cap et de s'éloigner à la nage. Paniqués, les membres de l'équipage éteignent leur lumière en espérant que la créature disparaisse. Mais elle revient et traîne Liam dans un tunnel créé par les décombres, et les autres ne s'en aperçoivent que lorsqu'il est déjà trop tard.
Le capitaine se lance immédiatement à sa poursuite et parvient à retrouver Liam en un seul morceau. Mais quand il décide de faire demi-tour pour récupérer le pistolet à clous, la créature l'entraîne tout à coup plus profondément, entraînant Nora avec eux, puisqu'elle est toujours attachée par un câble à sa combinaison. La créature les tire sans effort vers le haut, jusqu'à ce qu'ils s'écrasent sur une plateforme lumineuse flottante. Nora atterrissant en toute sécurité sur le dessus, tandis que le capitaine est coincé sur le côté et se balance dans le vide. Terrifiée, Nora rampe vers le capitaine et tente de l'aider à se relever. Mais à ce moment-là, la créature revient à la charge et saisit la tête de Nora dans ses énormes mâchoires, comme si elle essayait de l'avaler tout entière. Le capitaine se relève et l'attaque avec son couteau de plongée, repoussant la créature. Mais le combat les fait tomber en chute libre dans les profondeurs. Leurs combinaisons ne peuvent pas supporter un changement de pression aussi rapide, et s'ils continuent à tomber ainsi, ils vont tous les deux imploser. Comprenant ce qu'il doit faire, le capitaine désengage la tâche entre leurs combinaisons, se sacrifiant ainsi pour que Nora puisse vivre. Et ça fait 3 morts, et il en reste 3. Quand Nora se réveille, elle constate qu'elle est encore loin de la sécurité. Elle est complètement perdue, ne parvient à joindre personne par radio, et sa réserve d'oxygène est en train de s'épuiser. Alors qu'elle essaie encore de s'orienter, une autre créature bizarre, semblable à un calmar, lui fonce dessus, ce qui fait courir Nora dans l'obscurité sans but précis. En avançant, elle arrive enfin à une structure familière, la station abandonnée Shepherd, et elle réussit à y pénétrer. Ce n'est pas exactement la façon dont elle avait prévu que les choses se passeraient, mais au moins, elle est en sécurité pour le moment. Nora tente de joindre Liam et Emily par radio, mais comme on peut s'y attendre maintenant, elle n'obtient jamais de réponse. Refusant d'abandonner, elle parvient à réparer sa combinaison en utilisant des morceaux d'une combinaison de rechange qu'elle a trouvée à la station. Après avoir tracé un itinéraire vers le Roebuck à l'aide d'une vieille carte et s'être emparée d'une fusée éclairante très puissante qu'elle pourra utiliser comme arme, elle retourne une dernière fois dans l'eau, déterminée à atteindre les nacelles de sauvetage ou à mourir en essayant de le faire. Ok, avant de retourner sur le terrain, je suggère fortement à Nora de mettre la main sur d'autres armes. Le pistolet lance-fusée est un bon début, mais le problème, c'est qu'elle ne dispose que de 2 tirs, alors j'essaierai aussi d'apporter quelques lances de fortune. Comme les créatures semblent attaquer en tournant autour de vous pour vous attaquer sous des angles inattendus, j'essaierai aussi de me mettre à couvert autant que possible pendant que je me déplace au fond de l'océan. Maintenant, cela dit, Nora n'a pas forcément besoin de se précipiter. Après tout, nous avons vu ce qui est arrivé au dernier gars qui a essayé d'utiliser une nacelle d'évacuation. Aïe aïe aïe. Pour l'instant, les créatures ne semblent pas savoir qu'elle se trouve dans la station abandonnée. Si elle a quelque chose à manger et à boire, elle pourrait certainement s'installer ici, au moins pour un moment. Elle aura tout le temps d'installer des pièges défensifs à la Kevin McAllister et de fabriquer des armes au cas où les créatures entreraient dans la station. Ensuite, il ne lui restera plus qu'à attendre que tout cela se tasse. Qui sait, peut-être que quelqu'un d'autre viendra s'en occuper, ou que les créatures s'en iront et retourneront dormir une fois qu'elles auront fini. Quoi qu'il en soit, ça laisse à Nora plus de temps pour réparer sa combinaison et laisser les choses se calmer un peu au lieu de se précipiter à nouveau dans la zone de danger. Alors qu'elle traverse le fond de l'océan, elle commence à entendre des bribes sporadiques de ce qui semble être Emily parlant à elle-même par radio. Mais la jeune femme ne répond pas quand Nora essaie de l'appeler. Finalement, elle trouve Emily blottie près du corps de Liam. Ce dernier est apparemment toujours en vie, alors elles se ressaisissent et commencent à le traîner jusqu'à la fin du parcours. C'est une longue marche, mais elles parviennent enfin à voir la station Roebuck, et la sécurité n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Pendant un moment, il semble que leur chance tourne enfin. Jusqu'à ce que tout à coup, elle remarque quelque chose d'incroyablement étrange. Entre elle et l'entrée de la station, se trouve un énorme nid de ces créatures bizarres. Mais il semble qu'elles hibernent toutes dans les algues dégoûtantes. Nora et Emily éteignent leur lumière et commencent à se frayer un chemin parmi les dizaines de monstres endormis, jusqu'à ce qu'elles soient presque arrivées de l'autre côté. Tout à coup, l'alarme à oxygène d'Emily se met à sonner et elle se fige immédiatement de peur. Nora lui murmure de continuer à avancer au moment où le bruit réveille l'une des créatures, qui se rue sur elle d'en haut et la frappe violemment contre le sol encore et encore, essayant de percer sa combinaison de plongée. Nora parvient à saisir son pistolet de détresse au moment où la créature ouvre ses mâchoires et commence à l'avaler vivante comme un énorme serpent. Elle tire avec son pistolet de détresse droit dans le dos de la créature, et elle s'effondre sur le sol, morte, alors que Nora se débat pour sortir du corps de la créature par la blessure de sortie. Le combat n'est pas terminé pour autant, parce que maintenant, d'autres créatures commencent à se réveiller. Des dizaines d'entre elles s'apprêtent à la mettre en pièces, mais alors que Nora s'apprête à tirer son dernier coup, les créatures s'arrêtent tout à coup. Elle entend un énorme bruit de sirène provenant de quelque part en hauteur, et tout à coup, le nid entier disparaît dans l'obscurité.
Il s'avère que le nid faisait partie d'une créature vivante. Grâce à une fusée éclairante, elle parvient à apercevoir l'énorme titan qui se profile au-dessus d'elle. Et elle décide de faire la seule chose que l'on puisse faire dans une telle situation. Fuir pour sauver sa foutue peau. Le monstre se penche et donne un coup de griffe, provoquant une énorme explosion qui la renvoie vers la station. Quand Nora se réveille enfin, Emily est déjà en train de la mettre à l'abri. Elles parviennent à entrer dans le sas juste à temps. Mais le casque de Nora a été endommagé lors de l'attaque et elle n'arrive plus à l'enlever. Emily est obligée de casser la vitre avec un extincteur avant qu'elle ne suffoque par manque d'oxygène. Une fois Nora hors de danger, Emily remet Liam debout et les deux filles commencent à le porter à bout de bras à l'intérieur de la station. Elles essaient désespérément de trouver leur chemin, mais les systèmes de guidage ont tous été endommagés par l'attaque, ce qui les laisse plus ou moins perdus. Et chaque seconde qui passe les rapproche un peu plus d'une mort atroce. Le groupe parvient à trouver un centre de commandement avec un ordinateur en état de marche. Mais quand ils regardent par la fenêtre d'observation derrière eux, ils aperçoivent l'énorme créature qui sort du trou créé par la foreuse. Le monstre commence à détruire la station, coupant leur sortie et ne leur laissant qu'un seul itinéraire sûr. Finalement, ils parviennent à atteindre les nacelles de sauvetage. Et au début, il semble qu'il y en ait assez pour tout le monde. Bien sûr, c'est trop beau pour être vrai. Et pendant que Liam et Emily sont distraits, Nora réalise avec horreur que la dernière nacelle a été trop endommagée pour qu'elle puisse être évacuée. Même après avoir fait tout ce chemin, il semble que seuls 2 d'entre eux pourront survivre. Ok, nous avons 2 nacelles et 3 personnes. Il est temps de faire des choix difficiles. Et de mon point de vue, il y a 2 approches possibles. La première consiste à essayer de faire entrer 2 personnes dans la même nacelle. Ce serait un peu juste, certes, mais je dirais que, compte tenu de l'alternative, ça ne peut pas faire de mal d'essayer. Maintenant, c'est avec la deuxième option que les choses deviennent intéressantes. Dans le cas présent, dès que j'aurais vu qu'il n'y avait que 2 nacelles en état de marche, j'aurais immédiatement sauté dans l'une d'entre elles sans même avertir les autres de ce qui se passait. Après tout, ils ne sont pas prioritaires parce qu'ils sont le couple idéal. Si vous y réfléchissez trop, votre conscience vous dira de faire preuve d'héroïsme et de vous sacrifier. Mais du point de vue de la survie, le seul moyen est de se jeter à l'eau et de s'envoyer en l'air sans prendre le temps d'y réfléchir. De plus, vous ne voulez pas vous retrouver dans une bagarre pour savoir qui doit y aller. Il vaut mieux que Liam se sacrifie pour sa dulcinée plutôt que de me sacrifier pour qu'ils puissent vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Désolée, mais après être venu jusqu'ici, moi je quitte cette station. Alors soit on se met à 2, soit l'un d'entre eux reste ici. Au lieu de dire la vérité aux autres, Nora ment en disant qu'il y a assez de nacelles pour eux 3 alors que les filles envoient Liam vers la surface. À présent, c'est le tour d'Emily. Mais avant de monter, elle réalise ce que Nora essaie de faire. Dévastée, Emily commence immédiatement à discuter avec elle en essayant désespérément de trouver un moyen pour qu'ils puissent tous sortir de là. Mais ça ne sert à rien. On dirait que Nora a déjà accepté son sort. Et comme elle ne parvient pas à convaincre son amie par ses paroles, elle décide d'asséner un coup de poing à Emily en plein visage. Elle l'étourdit suffisamment pour pouvoir la forcer à monter dans la dernière nacelle et l'envoyer elle aussi en lieu sûr. Mais ils ne sont pas encore à l'abri. Parce que quand le monstre voit passer leur capsule de sauvetage, il décide d'envoyer tous ses petits compagnons pour les rattraper avant qu'ils n'atteignent la surface. De son côté, Nora s'assoit au centre de la salle qui prend l'eau et accepte en silence le fait qu'elle est sur le point de mourir. Pendant un moment, une des petites créatures commence à frapper les vitres dans l'espoir de pénétrer à l'intérieur. Mais elle disparaît dans l'ombre quand l'énorme titan les appelle tous à s'en prendre aux nacelles à la place. C'est alors que Nora a tout à coup une idée. Elle utilise le panneau de contrôle pour désactiver les tours de refroidissement de la station, ce qui provoque la fonte du cœur thermique. Quelques secondes plus tard, l'ensemble du cœur entre en fusion dans une explosion gigantesque qui emporte la créature. Et Nora se sacrifie pour que ses amis puissent survivre. L'entreprise à l'origine de tout ça étouffe l'affaire. Et personne ne découvrira jamais la vérité sur ce qui s'est réellement passé là-dessous. Ça fait 4 membres d'équipage morts et il y a 2 survivants. Et on peut dire qu'ils ont appris une précieuse leçon au passage. Ne travaillez jamais pour une compagnie qui fait des forages dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, parce qu'on ne sait jamais quand elle pourrait accidentellement réveiller Cthulhu. Mais qu'auriez-vous fait? Honnêtement, vous ne me verrez jamais dans la fosse des Mariannes. À moins que j'y aille avec un billet VIP dans le sous-marin de James Cameron, avec James Cameron lui-même. Mais c'est juste moi. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime les films Terminator, et lui, il aime la fosse des Mariannes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait le meilleur des gars s'il m'emmenait. Bon, on s'en fout de ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et pendant que vous y êtes, passez une excellente journée!